Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie Mégard, inspectrice générale dans le groupe enseignement primaire. Et pour cet enregistrement, je suis accompagnée d'Olivier Huneau, également inspecteur général dans le groupe enseignement primaire. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette journée de travail sur l'enseignement des mathématiques, nous souhaitons vous proposer quelques éléments de réflexion que nous vous exposerons alternativement. Donc nous vous parlerons successivement de l'organisation des enseignements sur des cycles de 3 années, de l'institutionnalisation et les traces écrites des élèves, de la résolution de problèmes, du calcul et pour conclure de l'introduction de l'algorithmique. Alors, ces programmes 2015 ou 2016, selon que l'on parle de leur date de parution ou de la date de leur première mise en œuvre concrètement dans les classes, ces programmes sont des programmes de cycle, ce qui, pour le collège, indubitablement constitue une nouveauté, mais pour l'école primaire n'en constitue pas une, puisque dès la fin du XIXe siècle, dès 1882 pour être précis, le plan d'études des écoles primaires promulgué par Jules Ferry organise les enseignements de l'école publique par cycle, cycle élémentaire et cycle moyen. À l'exception du cours préparatoire qui est arrivé un petit peu plus tardivement, les programmes de l'école publique, de l'école élémentaire, de l'école primaire ont donc toujours été des programmes de cycle. Donc la culture pour les enseignants du premier degré de l'organisation d'un programme pluriannuel est une culture qui est solidement ancrée. Même si, et nous allons voir que ça a une importance, au départ, ces programmes étaient des programmes installés sur 2 années, ce qui est différent de programmes installés sur 3 années. Il est intéressant de citer ce passage des instructions de 1882 dans lequel Jules Ferry énonce, je cite, « Toutes les fois qu'un cours comprendra 2 classes, ces 2 classes suivront le même programme, mais les leçons et les exercices seront gradués, de telle sorte que les élèves puissent, dans la seconde année, revoir, approfondir et compléter l'étude de la première. » On va le voir, cette recommandation de Jules Ferry garde toute sa pertinence aujourd'hui. Donc, depuis la fin du XIXe siècle, nous avons à l'école primaire des programmes de cycle. Les modifications qui ont été apportées sont des modifications importantes, en fait, cependant, qui ont porté sur la structuration des cycles. Vous connaissez cette histoire qui est beaucoup plus récente. La loi du 10 juillet 1989, dite loi Jospin, a instauré un découpage pour l'école primaire en 3 cycles. Cycle 1, situé à la maternelle, cycle 2, grande section CP, CE1, cycle 3, CE2, CM1, CM2. Et pour l'école primaire, ce changement a eu une grosse importance. Parce que, d'abord, il y a eu l'intégration du cours préparatoire dans un cycle, et donc non plus un programme annuel, mais un programme de cycle pour ces apprentissages fondamentaux. Ensuite, les repères qui avaient été installés sur 2 années ont dû être transférés en repères sur 3 années. Or, organiser un enseignement sur 3 années, ce n'est pas la même chose que l'organiser sur 2 années. On voit assez bien, en tout cas on voit plus facilement comment une notion peut être enseignée et comment les apprentissages peuvent progressivement s'installer sur 2 ans. Sur 3 ans, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Cette mise en œuvre de programmes de cycles avec des cycles de 3 années a amené quelques difficultés dans les classes, avec parfois une difficulté pour les enseignants à savoir à quel moment on devait aborder telle ou telle notion. C'est pour cela que les programmes 2008 ont été accompagnés de repères pour la programmation des enseignements, repères qui ont, en français et en mathématiques, qui ont été suivis en 2011 de repères pour l'ensemble des disciplines à la demande du terrain. Aujourd'hui, nous avons, avec ces programmes 2015 ou 2016, je ne sais pas comment il faut les appeler, une nouveauté qui apparaît, qui est donc non pas le fait d'avoir des programmes de cycle, mais le fait d'avoir une fois à nouveau une redéfinition des cycles de l'école, avec des modifications qui sont importantes, puisque la grande section est ramenée clairement à l'école maternelle, et puisque le cycle 3 intègre maintenant la classe de 6e. On voit que là, il y a
pour les enseignants donc une double difficulté. La première est de changer ces repères, puisque les repères qu'on avait construits pour les précédents cycles 2 et cycle 3 ne sont pas valables. Et d'autre part, à nouveau, difficulté, organiser sur 3 ans des enseignements qui sont des enseignements fondamentaux, avec un cycle des apprentissages fondamentaux, et qui sont des enseignements fondamentaux avec le cycle des approfondissements qui approfondissent ces enseignements fondamentaux. Alors, ces programmes donnent aux enseignants des repères de progressivité. Et notamment pour les mathématiques, ces repères de progressivité sont, nous le pensons, des repères qui sont raisonnables et qui sont solides. Ce sont des repères qui doivent permettre à tous les enseignants de construire leur programmation sur les 3 ans, évidemment en collaboration avec leurs collègues qui enseignent les autres années du cycle. Clairement, les volets 1 et 2 des programmes, ainsi que le volet 3, indiquent à tout le monde que ces programmations ne doivent pas constituer en découpage, comme on pourrait le faire avec une paire de ciseaux et un tube de colle. On découperait le programme et puis on réorganiserait les notions sur les 3 années, en les ventilant sur les 3 années. Non, il ne s'agit absolument pas de cela. Il s'agit de construire des programmations qui s'appuient sur des progressions. On aurait envie d'ajouter, en adaptant un petit peu le propos de Jules Ferry, les leçons et les exercices seront gradués de telle sorte que les élèves puissent progressivement chaque année revoir, approfondir et compléter l'étude de la précédente. Vous voyez cet esprit qui a prévalu dès le départ à la mise en œuvre des programmes de cycle sur 2 ans, eh bien nous devons l'adapter, nous devons l'approfondir, nous devons le transférer à des programmes sur 3 années. Ce qui est donc à repenser aujourd'hui pour les enseignants, c'est l'organisation des enseignements sur ces 3 années. Disons-le clairement, il y a 2 risques possibles. Le premier, c'est de tout refaire chaque année à l'identique, sans progressivité, en donnant aux élèves le sentiment de ne pas avancer, s'ils ont tout compris la première année, ou au contraire, de ne rien comprendre si la barre a été mise trop haute d'entrée de jeu. Le deuxième risque, à l'inverse, c'est de renvoyer à la dernière année du cycle la responsabilité des acquisitions de fin de cycle, de ne pas avancer dans les notions, parce qu'on attend que tout le monde ait compris avant d'avancer, ou bien parce qu'on est un petit peu trop sensible à un discours sur l'impératif de prendre du temps. Et de fait, on fait perdre du temps aux élèves. Ces programmes de mathématiques, qui donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, fournissent aux enseignants des repères assez solides, doivent permettre aux enseignants de poser en équipe les éléments fondateurs de leur progression. Encore faut-il qu'ils lisent ces éléments, ces repères de progressivité qui leur sont fournis. Pour tous ceux qui sont au contact des enseignants, les inspecteurs, les formateurs, les conseillers pédagogiques, il convient d'aider les enseignants à comprendre le sens de ces repères de progressivité, et le cas échéant, de vérifier qu'ils sont bien mis en œuvre dans les classes. Je vais prendre un seul exemple. Quelques visites de classe en ce début d'année, en cycle 3, tendent à me montrer que dans certaines classes, par exemple, l'enseignement des fractions et des décimaux, qui, dans les programmes, est indiqué devoir commencer dès le début du cycle 3, eh bien, n'a pas encore été commencé. Et c'est quelque chose qui va pénaliser les élèves. Sans doute par souci de bien faire, par souci de laisser le temps aux élèves, de revoir la numération des entiers avant d'aborder celle des décimaux. Les enseignants pénalisent leurs élèves qui n'auront pas le temps d'apprendre tranquillement. À ce sujet, je voudrais faire une petite référence, un petit clin d'œil historique même pour nous qui avons appris cette fable dans nos jeunes années. Vous connaissez tous la fable du lièvre et de la tortue. Vous connaissez cette tortue qui se hâte avec lenteur, qui va à son train de sénateur. Eh bien, je crois que c'est l'image qu'il faut avoir en tête. Apprendre demande beaucoup de temps, et donc il faut partir à temps. Suivons l'exemple de la tortue. Donc le deuxième point dont nous souhaitions vous parler est celui de l'institutionnalisation des savoirs et des savoir-faire. Alors proposer une trace écrite dans les cahiers des élèves de ce qui a été
appris pendant la séance permet d'une part de permettre aux élèves de bien repérer les objectifs visés par la séance. Cela permet aussi d'avoir une trace écrite à laquelle ils pourront se référer ultérieurement, notamment pendant les temps de résolution de problèmes, où ils doivent s'habituer, être habitués à aller rechercher l'information dans leur cahier où sont notés ces savoirs et ces savoir-faire. Et le troisième point, c'est que cela permet aussi aux familles de mieux comprendre les objectifs visés par l'enseignement et ce qui est fait en classe. Alors, en général, on préférera une trace écrite, construite par la classe, collectivement, même si l'enseignant sait par avance ce à quoi il veut conduire les élèves. Alors, cette institutionnalisation, elle sera préférablement manuscrite. C'est une occasion de faire écrire les élèves, mais pourra aussi être accompagnée de documents qui illustrent ce qui est écrit, ou de tableaux ou de figures qu'il serait longues à reproduire et que les élèves auront simplement à coller dans leur cahier. Alors, voici ici un exemple d'institutionnalisation que l'on trouve dans le document ressources sur le champ, document ressources pour le cycle 2 sur le champ grandeur et mesure. C'est une production qui a été menée en fin de séance sur les masses et plus particulièrement sur le kilogramme. L'institutionnalisation peut aussi être une simple résolution d'exercices type. Par exemple, sur la proportionnalité, on peut imaginer des résolutions d'exercices qui permettent de mettre en œuvre les différentes procédures possibles pour résoudre un problème de proportionnalité. L'institutionnalisation peut aussi s'appuyer sur un exemple générique qui servira de modèle, accompagné ou non d'une phrase, comme les deux exemples proposés ici, issus du document ressources sur les fractions et décimaux. Le premier exemple est accompagné d'une phrase donc, qui permet d'aider à la compréhension et à la mémorisation de l'exemple proposé, et réciproquement, l'exemple proposé permet d'aider à comprendre la phrase écrite. Alors, un champ sur lequel l'institutionnalisation est sans doute trop peu exploitée encore est celui du calcul mental, où on voit encore très peu de traces écrites sur les procédures à mettre en œuvre ou sur les résultats mémorisés. Alors, il est particulièrement important que les faits numériques, que ce soit les tables de multiplication ou d'autres faits numériques, soient notés dans un cahier auquel l'élève peut se référer, et de même que les procédures, comme les procédures que nous voyons ici, peuvent être proposées. La première où on voit comment additionner 9 est la même chose que ajouter 10 puis soustraire 1, ou encore la seconde, multiplier par 5, c'est la même chose que multiplier par 10 puis diviser par 2. Dans le cadre d'un travail sur le cycle, on peut imaginer que le cahier où sont notés les différents savoirs et savoir-faire est conservé tout au long des 3 années du cycle. Cela permet de donner à la cohérence du travail mené tout au long du cycle, en complétant au fur et à mesure des différents apprentissages les nouvelles procédures, les nouveaux savoirs et les nouveaux savoir-faire qui sont travaillés pendant le cycle. Le troisième point sur lequel nous souhaitions attirer votre attention, c'est la résolution de problèmes. La résolution de problèmes en mathématiques est à la fois une finalité de cet enseignement et un champ immense qui touche à tous les domaines, les nombres, calcul, grandeur et mesure, géométrie, et qui consiste en des situations extrêmement diverses qui vont des problèmes les plus simples, je pense par exemple au traditionnel problème arithmétique, à une opération, ou bien à des problèmes géométriques comme le tracé d'un carré de dimension donnée, qui à partir du cycle 2 devient une tâche élémentaire, jusqu'à des situations plus complexes par la nature de l'énoncé, qui compliquent un petit peu, ou qui demandent de raisonner pour prendre l'information, plus complexes par la nécessité de mettre en œuvre un raisonnement à plusieurs étapes, plusieurs opérations, voire à des situations beaucoup plus complexes, et je pense à ce que l'on a appelé à un moment en tout cas les problèmes pour chercher, qui sont des problèmes pour lesquels on considère que le temps de travail va être long et que l'organisation du raisonnement va être compliquée. Certains problèmes peuvent être d'emblée dans le monde mathématique. On les appelle des problèmes intramathématiques. Par exemple, c'est l'exercice de construction du carré dont je parlais tout à l'heure. Ou bien, ça peut être le cas d'un exercice de calcul. Imaginons qu'au cycle 2, on demande aux élèves de calculer le double de 78
eh bien voilà une tâche qui n'est pas du tout automatisée et qui n'a pas vocation à l'être. Et voilà donc un exercice qui va demander aux élèves de raisonner, de mobiliser des connaissances, des compétences pour trouver donc la solution du problème, calculer le double de 78. À l'école élémentaire, néanmoins, on rencontre le plus souvent des problèmes qui ne sont pas des problèmes intramathématiques, qui sont des problèmes dont les énoncés s'ancrent dans le monde réel. Alors, par exemple, on va au marché ou au supermarché, on achète 3 kilos de fraises, on se demande combien on va devoir payer. On charge un camion et on se demande, avec des caisses, et on se demande quel va être le poids du chargement. Ou bien on doit carreler un salon, et donc on se demande quel est l'air du salon, parce qu'il va falloir acheter des carreaux. Voilà des problèmes dont les énoncés s'ancrent dans le monde réel. Et pour résoudre ces problèmes, eh bien, on va être amené à comprendre ces énoncés et à comprendre ce qui, dans ces énoncés, ne relève pas strictement du monde mathématique, de façon à épurer ces énoncés et à transporter la question dans le monde mathématique. Ainsi, les 3 kilos de fraises vont peut-être devenir simplement 3 kilos ou 3. En tout cas, le fait que ce soit des fraises n'aura plus beaucoup d'importance. Le chargement du camion sera un calcul de poids ou de masse. Et puis, la mesure de l'air, enfin, le calcul de l'air du salon, eh bien, va devenir un problème intramathématique. On voit que cet exercice, qui consiste à épurer l'énoncé de données qui ne sont pas strictement intéressantes du point de vue de leur traitement mathématique, est un exercice à part entière. C'est une compétence qui est travaillée tout au long de la scolarité des élèves et qui s'appelle modéliser. Modéliser en mathématiques, modéliser un problème mathématique, modéliser en mathématiques, c'est transporter une situation du monde réel dans le problème mathématique. Alors, à un autre niveau, ça va peut-être pouvoir être transporté un problème du monde mathématique dans un autre domaine du monde mathématique. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là, nous sommes à l'école élémentaire. En général, la modélisation consiste à épurer l'énoncé pour le transporter et le traiter dans le monde mathématique. Cette compétence modélisée est une compétence essentielle qui est clairement rappelée dans le volet 2 des programmes. Les 5 autres compétences, chercher, représenter, raisonner, calculer, communiquer, sont aussi des compétences qui sont très présentes et qui sont travaillées et mobilisées dans le cadre de la résolution de problèmes. D'emblée, on peut dire une chose. Dans trop de classes, les élèves ne rencontrent pas assez de problèmes, pas systématiquement, pas quotidiennement. La résolution de problèmes est encore parfois considérée comme un champ à part des mathématiques. Parfois encore avec un créneau dédié dans la semaine, voire dans le mois. C'est une situation mathématique qui ne fait pas partie intégrante de tout enseignement des mathématiques à chaque fois que l'on enseigne les mathématiques dans les classes. Il faut être vigilant à cela. Les 4 opérations trouvent leur sens dans les problèmes qu'elles permettent de résoudre et qui sont variés comme les différentes classifications, comme celle de Vergniaud par exemple, nous l'enseignent. À la fin de l'école primaire, les élèves doivent avoir automatisé le sens des 4 opérations. Ils doivent repérer immédiatement si une question, une partie du problème ou un problème relève de telle ou telle des 4 opérations. De la multiplication, de l'addition, de la soustraction, de la division. Cela ne se réussira que par la pratique quotidienne, régulière, systématique, fréquente des problèmes relevant de ces 4 opérations par les élèves à l'école primaire. Pour les problèmes plus complexes, ils doivent aussi être proposés aux élèves en visant, et cela nous l'indiquons comme point de vigilance, à une organisation pédagogique et didactique adaptée. Le travail de groupe peut être productif, parfois, à condition de laisser à chacun le temps de s'approprier l'énoncé du problème, la question, de commencer à raisonner sur la façon dont une résolution pourrait être mise en œuvre. Autre point de vigilance, la gestion de l'hétérogénéité. Prévoir des problèmes de niveaux différents ou de niveaux progressifs peut permettre de renforcer des bases pour des élèves qui en ont réellement besoin et de stimuler les plus avancés, qui ne doivent pas s'ennuyer à des problèmes plus simples.
Il faut aussi être vigilant sur la gestion du temps pour la résolution de ces problèmes plus complexes. Il ne faut pas perdre de temps. Hein. Nous pensons ensemble à la tortue qui va à son train de sénateur. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas perdre du temps sur des bilans qui parfois sont chronophages et n'apportent finalement que peu de choses aux élèves. Bref, proposer aux élèves des problèmes complexes, c'est intéressant, il faut le faire régulièrement, mais il faut être vigilant à la nature des problèmes, à la difficulté des problèmes qu'on leur soumet, à leur capacité réelle à les résoudre, parce que si ces problèmes sont trop difficiles pour eux, eh bien le risque c'est que les élèves finalement n'y arrivent pas et n'apprennent pas grand-chose, sauf peut-être le fait qu'ils ont des difficultés en mathématiques, chose que nous souhaitons absolument éviter. Donc adapter la difficulté au niveau des élèves, gérer l'hétérogénéité, gérer le temps. Mais le plus important de tout cela, c'est que les élèves résolvent souvent, systématiquement, de nombreux problèmes, des problèmes variés qui touchent à tous les domaines des mathématiques en classe de mathématiques. C'est ce qu'il faut dire aux enseignants et c'est ce qu'il faut vérifier lorsqu'on va dans les classes. Alors le quatrième point que nous souhaitions aborder, c'est celui du calcul. Alors le calcul sous toutes ses formes, qu'il soit mental, en ligne, qui est une autre forme de calcul mental, ou encore le calcul posé, doivent faire l'objet d'une attention particulière au cycle 2 et au cycle 3. L'enjeu est excessivement important pour la réussite de la scolarité ultérieure et les difficultés en calcul vont être particulièrement pénalisantes pour la réussite de la suite de la scolarité et pour l'acquisition de nouveaux savoirs. On peut penser par exemple à la proportionnalité. Si l'élève rencontre des difficultés de calcul, il rencontrera des difficultés pour résoudre des problèmes de proportionnalité et comprendre les procédures mises en jeu sera aussi complexe pour lui. Le calcul qui s'exerce sur les différents ensembles de nombres permet aussi de renforcer la compréhension de ces nombres. Par exemple, au CP, l'addition permet de renforcer la compréhension du système de numération décimale de position. Ou encore, calculer 1,7 plus 2,8 permet de renforcer la compréhension de l'écriture à virgule des nombres décimaux. La connaissance des tables de multiplication est particulièrement importante. Les résultats sont en effet longs à reconstruire si on ne les a pas mémorisés. Et ce qui va être particulièrement pénalisant, à la fois pour le calcul posé, autant pour la multiplication que pour la division, que pour la résolution de problèmes en général. Alors, tout au long de la scolarité obligatoire, d'autres faits numériques vont être également à mémoriser. Les doubles, les moitiés, ou encore des résultats comme 4 fois 25 égale 100 ou 4 fois 0,25 égale 1. Le calcul posé est mobilisé très régulièrement pendant la résolution de problèmes. La pratique régulière du calcul mental permet également de se familiariser avec les nombres. Ainsi, si dans un problème on rencontre 6 enfants qui doivent se partager 54 €, la connaissance du résultat 54 égale 6 fois 9 va changer la nature du problème. Ou pour l'élève qui a immédiatement ce résultat accessible, le problème est très simple, il est simplement un problème de compréhension de l'énoncé, alors que pour l'élève qui n'a pas ce résultat accessible immédiatement, il va s'agir d'un problème de partage pour lequel il va falloir faire une division et donc le problème est complètement différent et beaucoup plus compliqué. Alors, certains décalages peuvent apparaître entre le programme de 2008 et 2016 en ce qui concerne les opérations posées. On peut par exemple penser à la multiplication posée qui, dans les programmes de 2008, apparaissait en CE1 alors qu'elle n'apparaît plus explicitement qu'au CE2. Mais cela a aussi une incidence sur le moment où on doit commencer à travailler l'opération posée. On comprend bien que, vu que les objectifs de fin de CE2 sont à peu près les mêmes, il va falloir commencer très tôt dans l'année de CE2 à poser des multiplications pour que les élèves puissent avoir accès à la multiplication par des nombres à 2 ou 3 chiffres en fin de CE2. De même, cela aussi implique un travail avec l'enseignant de CE1, car pour pouvoir commencer à poser des multiplications dès le début du CE2, il va falloir, au cours du CE1, avoir commencé à travailler avec des problèmes multiplicatifs et être passé de l'addition itérée à la multiplication, ainsi que de maîtriser les tables de multiplication, disons de commencer à les maîtriser pour pouvoir passer facilement à la multiplication posée. Le cinquième et dernier point que nous souhaitions aborder est celui de l'initiation à la programmation.
Alors, l'initiation à la programmation n'est pas un point majeur de l'enseignement du cycle 2 et du cycle 3, mais c'est nouveau et c'est pour cela que nous souhaitions l'aborder ici. L'introduction est modeste, mais le fait qu'elle soit modeste ne veut pas dire qu'elle doit être négligée et il doit bien, disons, l'initiation à la programmation doit être travaillée chaque année des cycles 2 et des cycles 3. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une année pendant laquelle on ne travaille pas l'initiation à la programmation et des premiers codages ou décodages de déplacements notamment. Un document ressource commun a été produit pour le cycle 2 et pour le cycle 3 sur l'initiation à la programmation, car pendant ces premières années de mise en œuvre, il est bien évident que les élèves qui vont rentrer ou qui sont actuellement en CM2 ou en 6e n'ont pas bénéficié de plusieurs années de travail précédemment sur ce thème. Et donc, ils vont devoir commencer par des problèmes plus élémentaires qui vont être proposés parallèlement aux élèves de cycle 2. Et on imagine assez facilement que chaque année, les élèves auront un peu plus d'antériorité dans le travail sur l'initiation à la programmation et donc le travail mené en CM2 et en 6e va évoluer progressivement tout au cours des 4 ou 5 prochaines années. Le travail mené au cycle 2 et cycle 3 est fondamental pour préparer le travail qui sera mené ultérieurement au cycle 4. Le codage, l'algorithmique et la programmation au cycle 4 est un thème à part entière, au même titre que grandeur et mesure ou espace et géométrie. Et donc il y a un enjeu fort sur le cycle 4 qui doit être préparé en amont au niveau du cycle 2 et du cycle 3. Le document ressources tel qu'il a été conçu est centré, disons, l'entrée est faite autour des outils dont on dispose. Alors, à savoir, ça peut être une tablette, un robot, des ordinateurs. Le choix a été fait d'entrer par les outils car nous savons que les enseignants dans les écoles vont disposer de différents outils en fonction de ce qui leur est fourni et donc vont pouvoir aller directement à la partie qui les concerne en fonction du matériel dont ils disposent. Le temps consacré, comme je le disais tout à l'heure, le temps consacré à ce travail doit rester modeste. Cependant, chaque année et avant le mois de juin, les enseignants doivent proposer des travaux sur l'initiation à la programmation pour pouvoir arriver à ce que les élèves maîtrisent les objectifs visés à la fois à la fin du cycle 2 et à la fin du cycle 3. Eh bien, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée de travail pour cette journée de web diffusion. Bon travail.